vais tâcher de faire court, c'est promis, aussi court que possible, pour vous parler simplement des enjeux sociaux de l'intégration des technologies en éducation, puisqu'on en parlait toute la journée. C'est davantage sur la partie des enjeux socio-culturels que je vais m'attarder, mais pas très longtemps. Le plan de la présentation est le suivant. C'est davantage une réflexion qu'une présentation de résultats empiriques. Elle part, cette réflexion, d'un constat initial qui amène à des objectifs, et j'y ai répondu en allant regarder un peu la littérature scientifique du domaine, ce qui m'a amené à différentes implications éducatives. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire les enjeux socioculturels dans l'intégration des technologies pour notre enseignement avec les technologies en salle de classe. Le constat initial est le suivant. Les technologies sont transversales aux différents contextes. On les utilise dans les contextes économiques, professionnels, sociaux bien sûr, et en fait assez peu en éducation. À partir de là, on peut penser que toutes les intégrations et les tentatives d'intégration pédagogique d'éthique qu'on opère en contexte scolaire vont être en interaction d'une manière ou d'une autre avec les utilisations qu'on en fait en dehors de l'école. D'où l'idée, à partir de ça, de s'intéresser dans le domaine d'éthique en contexte scolaire à ce qui se passe aussi avant ça et en dehors de ça dans le contexte socioculturel. C'était le constat initial que j'ai fait et qui m'a amené finalement à deux objectifs. À partir de là, il conviendrait d'abord de dresser un portrait des usages d'éthique en dehors de l'école, donc dans le contexte socioculturel, et vous verrez que je vais passer assez vite parce qu'il n'y a rien de révolutionnaire là-dessus. On a déjà une idée de ce que font nos jeunes avec les technologies en dehors de l'école. À partir de là, en déduire des implications pour la manière dont on intègre les technologies en contexte éducatif. Je passe très vite sur la méthodologie. C'était une revue de la littérature, mais comme je vous le disais, l'idée était plutôt réflexive que empirique en tant que telle. J'ai quand même pris les études uniquement qui concernaient des publics de 2001 et après, de 1980 et après, parce que c'est soi-disant les publics des digital natives, tel que Prensky les disait, puis on va voir que c'est un concept à nuancer. Alors, le portrait des usages des technologies par les apprenants en contexte socioculturel est le suivant. Comme je vous le disais, on s'y attendait. Il y a trois principales catégories d'usages qu'on peut retrouver. Cette typologie est assez grossière, mais quand même assez fonctionnelle dans la mesure où elle est discriminante. On trouve des usages relationnels. Facebook est bien sûr sans doute l'archétype. Des usages ludiques, YouTube a une bonne place là-dedans, des usages utilitaires également, dépendamment bien sûr de l'âge des apprenants, comme les services financiers en ligne, les achats en ligne, etc. Ce qu'on retrouve moins dans la littérature, mais qui est malgré tout reporté lorsqu'on s'y intéresse, c'est des usages éducatifs. Autrement dit, les jeunes utilisent aussi les technologies à des fins éducatives en dehors de l'école. Donc, les usages éducatifs ne sont pas le fait unique du contexte scolaire. Cela dit, c'est des usages qui sont relativement peu pris en compte, sans doute aussi parce qu'ils sont peut-être moins représentés dans les usages des jeunes, et qui sont pris en compte généralement de manière parfois simpliste. Autrement dit, on y va souvent avec apprentissage explicite pour l'école, puis apprentissage implicite quand c'est en dehors de l'école, alors que c'est une distinction qui très vite ne tient plus la route. Pourquoi? Parce que quand un élève utilise l'ordinateur pour faire ses devoirs, il est bien en situation d'apprentissage explicite a priori. Il n'est pas dans une situation implicite, et c'est la même chose pour formel, informel, c'est une catégorisation qui n'est pas vraiment heureuse. C'est toutefois des usages éducatifs en dehors de la sphère scolaire qui restent à catégoriser. Il y a des auteurs qui s'avancent à quelques typologies, mais ça reste à voir. De ces quelques usages-là, ou ces types d'usages plutôt, on peut déduire différents points. D'abord, ils sont divers. Et puis là, bien sûr, j'ai représenté que les usages, mais ensuite, il y a des variations au niveau de l'intensité d'usage, donc à quelle fréquence je l'utilise, de la diversité d'usage, c'est-à-dire combien d'usages j'arrive à cumuler dans ma propre pratique. En tout cas, il y a donc des usages qui sont relativement divers chez les apprenants et en contexte socioculturel, et puis qui n'ont pas tous la même valeur éducative. Certains ont plus, justement, correspondent davantage à des usages éducatifs, d'autres non, comme les usages relationnels, utilitaires et relationnels. Alors, à partir de là, une question qu'on peut se poser pour l'intégration des technologies en salle de classe, c'est est-ce que ces usages-là, ces usages types, sont également répartis parmi nos jeunes? Est-ce que c'est un phénomène générationnel? Donc, tous nos jeunes auraient à peu près tous ces types d'usages-là, pareillement répartis, ou bien est-ce qu'on observe des variations au sein de nos jeunes, finalement? C'est ce qui nous amène à évoquer la variation des usages des technologies, toujours en contexte socioculturel, donc en dehors de l'école.
Et là, ce qu'on aperçoit, c'est finalement, bien effectivement, des variations des usages des technologies en dehors de l'école, au sein d'une même génération d'apprenants. Donc, le rapport au TIC n'est pas que générationnel, il y a aussi d'autres variables qui expliqueraient les variations qu'on observe là. Et ces variables-là, elles sont d'ordre technologique ou socioculturel. Alors, pour ce qui est, là encore, c'est très schématique. Pour ce qui est des variables technologiques, on peut penser aux représentations qu'on a des technologies, qui est bien sûr basée sur l'expérience qu'on a eue, les contacts qu'on a eus, etc. L'accès, les usages, notamment l'intensité d'usage, la diversité d'usage, l'autonomie d'usage aussi, donc le nombre d'endroits où je peux accéder, par exemple, aux technologies et à Internet, et puis les compétences, enfin, qu'on développe. Et bien sûr, toutes ces variables-là, on peut les distinguer au niveau scientifique, mais elles sont toutes interreliées dans le rapport aux technologies. Et puis, parallèlement à ces variables technologiques-là, ce qu'on observe dans la littérature pour expliquer des variations dans le rapport aux technologies des jeunes en dehors de l'école, c'est des variables socioculturelles qu'on peut répartir comme suit, mais là encore, c'est une catégorisation. Il y a des variables sociodémographiques, l'âge en est un, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi le sexe, par exemple, dans certaines études, même si ça commence à s'atténuer, mais on ne sait pas trop si c'est les faiblesses méthodologiques ou le manque de finesse méthodologique qui permet ça ou pas. Il y a des variables socio-économiques, l'éducation, revenus des parents, etc., qui expliquent pour beaucoup le rapport qu'on développe aux technologies. Et puis, enfin, des variables même ethnoculturelles, l'ethnicité, le statut migratoire, etc. Je vous montre ici un type d'étude, justement, pour vous donner un exemple concret, qui, justement, rend compte de ces phénomènes-là, de ces variations. C'est celle de Livingstone et al. Alors, ce qu'on voit ici, c'est l'intensité d'usage. Et on voit qu'effectivement, dans son groupe d'adolescents, il y a des différentes intensités d'usage. Il y a aussi différentes diversités d'usage, donc le nombre d'activités que j'arrive à réaliser avec les ordinateurs ou Internet. Et cette intensité d'usage et ces diversités d'usage varient suivant l'âge, le sexe et le niveau socio-économique dans le cadre de cette étude, parce que c'est ce que cette étude voulait contrôler. Et ce qu'elle remarque aussi, ces auteurs, et c'est très intéressant, c'est que moins l'expérience avec les technologies est forte en termes d'intensité et de diversité, moins les usages éducatifs sont présents. Autrement dit, c'est lorsque les usages relationnels, ludiques et éventuellement pragmatiques sont relativement éprouvés, ou en tout cas, c'est comme le début des usages technologiques que les jeunes tentent à développer avec les technologies avant d'accumuler des usages éducatifs avec ça. D'accord? Donc, il y a comme des variations qui sont à l'œuvre puis qui ne sont pas anodines dans le sens où elles sont régulées par, finalement, des variables identifiables. Bien sûr, ces variables restent entièrement à rechercher encore. On sait, on arrive maintenant à pointer les variables qui semblent en jeu. On n'arrive pas, par contre, à déterminer leur relation. C'est le travail des études qui se penche sur les variations à l'œuvre. Alors, implication éducative maintenant. Comment est-ce que ces éléments-là peuvent nous aider finalement à intégrer les technologies à l'école? Bien, sans doute par une suite de reconsidération sur des préconceptions qu'on a vis-à-vis des technologies et qui ne sont pas forcément, en tout cas seraient peut-être à nuancer. Par exemple, le fait que le rapport aux apprenants, le rapport d'éthique, pardon, le rapport des apprenants aux TIC, j'y arrive, est finalement très variable dans le sens où il n'y a pas vraiment de digital natives en tant que tel sur le format de la génération. Il y a plus de variations au sein d'une même génération que d'homogénéité. C'est ce que nous dit finalement ces études-là, de sorte que nos jeunes ne seraient pas tous tech-savvy, comme on le dit, cyber kids, etc. Ce serait peut-être à nuancer, en tout cas, se rendre compte qu'il y a une différence entre la prédisposition majoritairement positive des jeunes aux technologies et vraiment le développement de technologies, je veux dire, solides et diversifiées qui leur permettent d'apprendre avec ça. Deuxième reconsidération possible, la prédisposition des apprenants à apprendre avec les technologies. On l'a vu, les usages éducatifs ne sont qu'une partie des usages possibles. Il y a bien d'autres usages qui sont développés par les jeunes avant ça et qui ne sont pas nécessairement d'ordre éducatif. À partir de là, bien, quand on met en interaction les usages en contexte socioculturel et les usages qu'on essaie de développer à l'école, on se rend compte qu'une partie des apprenants vont arriver à l'école avec des usages éducatifs développés, notamment en fonction des variables qu'on a vues et notamment en fonction de celle du revenu des parents et de la scolarité des parents, alors que d'autres arriveront a priori en salle de classe sans avoir pu vraiment éprouver ces usages éducatifs-là, d'accord, de par leur contexte socioculturel. À partir de là, tous les élèves ne vont pas arriver avec la même prédisposition à apprendre avec les technologies. Donc, c'est quelque chose qu'on gagnerait peut-être à prendre en compte lorsqu'on intègre les technologies dans nos salles de classe, sachant qu'il y aura de la variation et qu'il y aura de la variation aussi suivant les milieux sociaux, culturels dans lesquels on enseigne.
Ensuite, on pourrait éventuellement, dans cette foulée-là, reconsidérer l'écart technologique entre les apprenants et les enseignants, je dirais. Oui, je vais le dire, à cause de Prensky. On parle souvent des natifs du numérique d'un côté, et puis bien sûr des immigrants du numérique de l'autre, qui sont les pauvres enseignants qui n'ont aucune compétence pour guider finalement leurs apprenants, parce qu'ils ne sont pas nés avec les technologies. Okay? En fait, on peut nuancer ça. Quand on voit l'écart du rapport aux technologies entre les apprenants, et notamment du fait que le rapport éducatif ne va pas être développé pareillement, bien, on peut penser que les enseignants ont ici tout un rôle à reprendre vis-à-vis des technologies et des usages éducatifs. Il ne s'agira pas de développer chez les jeunes des usages relationnels et ludiques parce que là, les jeunes sont effectivement meilleurs. En revanche, pour ce qui est des usages éducatifs, ce n'est pas dit que les jeunes soient nécessairement meilleurs que les enseignants. Alors, il y a là peut-être une place à reprendre plutôt que je dirais, d'abonder dans le discours que les enseignants, de toute façon, ne savent pas utiliser les technologies parce qu'ils ne sont pas nés avec. On peut pousser le raisonnement un peu plus loin. Et puis enfin, reconsidérer le rôle de l'école au regard de l'intégration d'éthique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à partir du moment où on voit des variabilités dans le rapport aux technologies, on se rend compte que les technologies ne réduisent pas les inégalités socioculturelles, mais davantage qu'elles les reproduisent. C'est en fait une manifestation, comme bien d'autres aussi, d'inégalités socioculturelles plus larges. Dans ce sens-là, l'école a toujours mandat, bien sûr, d'intégrer les technologies. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne va plus intégrer les technologies parce qu'elles peuvent être source d'inégalités, mais l'intégration des technologies ne doit pas être faite sur l'argument que l'école doit s'adapter, doit se renouveler, davantage sur le fait que l'école doit pouvoir offrir comme mandat à tous les élèves de développer un rapport éducatif aux technologies dans la mesure où c'est quelque chose qui leur servira pour le reste de leur scolarité. Donc, d'offrir à tous les élèves un nivellement d'un usage éducatif aux technologies afin de remplir finalement sa mission de formation auprès de tous les élèves. Et puis enfin, ça c'est plus pour le côté scientifique. Donc les recherches sur les technologies en éducation gagneraient sans doute à reconsidérer un peu l'approche théorique des technologies en prenant davantage en compte le contexte socioculturel dans lequel justement on intègre les technologies et notamment aussi en y allant par une entrée de l'usager et de son profil socioculturel plutôt que par les technologies en tant que telles qui, elles, ne peuvent pas révéler ces différences-là. Voilà pour ça, je vous remercie. Je ne sais pas si tu rentres dans mon temps.